Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition de Médias en scène. Merci d'être présents dans le public ici à la Maison de la Radio pour cette 4e édition. On remercie bien sûr Madame la ministre de la Culture Roselyne Bachelot pour ses propos introductifs qui reprend donc la thématique de ce festival, Habiter un monde commun. Donc merci d'habiter ici au moins cette pièce commune avec nous et en compagnie de notre premier invité, Serge Tisseron. Bonjour, merci d'être avec nous chez Médias en scène. Vous allez nous parler pendant une petite quinzaine de minutes. Et après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je reviendrai sur scène pour pouvoir les transmettre à Serge Tisseron, qui est psychiatre et docteur en psychologie et qui va nous parler évidemment de ce monde numérique en pleine mutation et de ses usages. Serge Tisseron, c'est à vous et à tout à l'heure. Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci de votre présence. Alors nous savons combien aujourd'hui les écrans sont omniprésents, les outils numériques, indispensables à notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie sociale. Mais vous savez aussi qu'il y a constamment des alertes sur le fait que ces outils numériques, ces écrans, menaceraient notre vie mentale, notre vie sociale et même notre démocratie. Et donc, du coup, il faut en comprendre les raisons. Et la première de ces raisons, c'est que le modèle économique de ces outils numériques, de ces écrans, est un modèle qui ne favorise pas la modération, bien au contraire, qui dérégule nos capacités de modération. Alors, vous savez, tout a commencé avec la fameuse capacité d'attention, l'économie de l'attention. La vieille télévision, il y avait déjà recours. Vous savez que l'intensité sonore des publicités est toujours supérieure à l'intensité sonore des programmes, de manière à endormir le téléspectateur pendant les programmes et le réveiller pendant les publicités. Et puis, c'est le fameux temps de cerveau disponible. Mais depuis, les choses se sont beaucoup compliquées à tel point que c'est comme 3 poupées gigognes emboîtées les unes dans les autres. Vous avez l'économie de l'attention. Puis après, vous avez la captologie. La captologie, c'est évidemment le modèle des réseaux sociaux, mais aussi de Netflix, c'est essayer de capturer le plus possible d'informations personnelles, notre géolocalisation, d'où on peut déduire notre catégorie socio-professionnelle, nos centres d'intérêt. La captologie qui est aujourd'hui toute puissante dans les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux. Dans les jeux vidéo, vous savez, c'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose d'important. C'est aussi les fameuses loot box, dont il a été beaucoup question il y a un an et demi. Les choix aléatoires inspirés des jeux de hasard et d'argent. Et puis dans les réseaux sociaux, évidemment, vous savez, Twitter, 280 caractères, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours plus simple, toujours plus émotionnel, toujours plus de haine, parce que les messages émotionnels de haine font plus de buzz que les messages non émotionnels, ou même que les messages émotionnels chaleureux, gentils et non haineux. Donc, économie de l'attention, captologie, et puis le dernier arrivé, vous savez, les économies de la persuasion, de la manipulation, le micro-ciblage. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on entre dans une économie des rumeurs, comme vous savez, certains parlent de l'économie du chaos. Et comment faire par rapport à ça? Eh bien, évidemment, on arrive à la deuxième question. Après la question des algorithmes et des menaces qu'ils font peser sur nous, la deuxième question, c'est évidemment nos capacités de régulation et évidemment la manière dont nous élevons nos enfants. Et je crois qu'il faut prendre les deux très au sérieux, c'est-à-dire que nos enfants aujourd'hui sont menacés par les algorithmes destinés encore une fois à dérouter leur capacité d'attention, leur capacité de choix, leur capacité de modération, mais nos enfants sont aussi, hélas, souvent menacés par le dessaisissement parental. Et vous n'avez pas oublié le fameux mythe des digital natives, comme quoi les enfants n'auraient pas besoin d'être accompagnés dans leur découverte des écrans. C'était quelque chose de ravageur parce que beaucoup trop de parents étaient tentés de le croire, ça les arrangeait bien. Alors pourtant, quel parent laisserait un jeune enfant au salon devant un saladier de crème au chocolat avec une vire à côté? Aucun, bien sûr. Si vous dites ça aux parents, ils vous disent « Ah ben non, on n'est pas fou ». Et pourtant, il y a des parents qui laissent leur jeune enfant au salon devant la télévision allumée avec une télécommande à la main. C'est exactement la même chose. Donc il faut absolument se rendre compte que les écrans proposent à tous les âges, mais en particulier aux enfants, des produits qui sont l'équivalent des produits trop gras, trop salés, trop sucrés, des barres chocolatées et des sodas qui provoquent l'obésité. Et évidemment, les produits numériques ne sont pas trop gras, trop salés, trop sucrés, mais ils sont excessivement colorés, excessivement mouvementés,
excessivement générateur d'émotions intenses, d'émotions fortes, au risque de faire oublier le goût des rythmes calmes, des images pastels, des situations simples de la vie quotidienne. J'avais demandé qu'on mette en fond d'écran le premier slide, mais c'est peut-être moi qui le mets, mais il n'arrive pas. Bon, ce n'est pas grave. Non, c'était... Ah, parce que c'est pas... D'accord, excusez-moi, je n'avais pas vu que c'était ici. Voilà, je croyais que c'était derrière moi. Voilà, donc évidemment, la question c'est de savoir comment considérer cette situation globalement, hein, et quels moyens nous donner pour arriver à réduire les dangers qui en résultent. Alors certains sont tentés de parler d'addiction, mais vous ferez me rappeler que l'existence d'une addiction aux écrans n'existe nulle part, hein, l'existence d'une addiction à Internet non plus, ni dans les décisions de l'Organisation mondiale de la santé, ni dans le DSM, hein, la classification des maladies mentales organisée par l'American Psychiatric Association. En revanche, vous savez qu'il existe un gaming disorder décidé par l'OMS en 2018-2019 qui n'est considéré comme une addiction que lorsqu'il y a désocialisation ou déscolarisation complète depuis plus de 12 mois. Et dans ces cas-là, évidemment, on retombe toujours sur des situations dans lesquelles il y a effectivement un usage, le moins qu'on puisse dire, immodéré des écrans, mais enfin en même temps toujours une pathologie mentale sous-jacente. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. Donc évitons de parler d'addiction, d'autant plus que dans l'Organisation mondiale de la santé, la distinction est bien faite entre l'addiction aux produits toxiques et l'addiction aux écrans, puisque l'addiction aux écrans ne s'accompagne pas d'un risque de sevrage physiologique en cas de privation, ni d'un risque de rechute, donc quelque chose de très différent de l'addiction aux produits toxiques, qui fait que actuellement, le débat reste ouvert de savoir si ce mot est bien adapté. Alors le fait que le mot ne soit peut-être pas bien adapté ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème très grave, en effet lié, comme je vous disais tout à l'heure, au fait que les écrans ont la capacité de perturber nos capacités de régulation. Alors comment faire quand on est parent, comment faire quand on a une famille, pour permettre à nos enfants de rentrer le mieux possible dans le monde des écrans ? Le modèle que j'ai trouvé, dont je vais vous parler pendant quelques minutes, c'est le modèle de l'alimentation. Vous savez, ce n'est pas compliqué de se nourrir. Il suffirait que dans chaque famille, il y ait un saladier de riz, de pommes de terre, de boulettes de viande ou de poisson, voilà, et les gens mangeraient quand ils auraient faim. Ou bien nous aurions toujours de la nourriture dans nos poches, et quand nous sommes avec des amis, ou quand nous sommes tout seuls, quand nous sommes au bureau, nous sortirions notre nourriture de la poche et nous la consommerions. Nous savons bien que ça ne se passe jamais comme ça pour personne. Vous savez bien que la manière de se nourrir est l'objet d'une éducation extrêmement forte. Dans toutes les cultures, on mange à heure fixe. Dans toutes les cultures, il y a un rituel pour se nourrir. Dans notre culture, on ne mange pas avec les doigts, on mange plutôt avec un couteau et une fourchette, on ne parle pas la bouche pleine, on attend d'être servi, on mange dans une assiette. Eh bien, la nourriture a été socialisée. Et la socialisation de la nourriture a eu pour effet que les enfants grandissent tous dans une culture où ils apprennent à attendre. Vous savez, la fameuse formule, on ne grignote pas, on ne mange pas un bonbon 1 heure avant le repas, on ne mange pas du chocolat 1/2 heure avant le repas. Les enfants sont invités à attendre. Mais il faut de la même manière que nous socialisions notre rapport aux écrans. Et je vais vous donner quelques propositions. Tout d'abord, la première, évidemment, calé sur la nourriture, pas de beefsteak dans le biberon. Pas de beefsteak dans le biberon parce que le bébé ne le digère pas. Mais de la même manière, pas de télévision avant 3 ans. Bon, des écrans interactifs sur des petites durées en usage accompagné avec des jeunes enfants, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas de télé avant 3 ans. On ne met pas de beefsteak dans le biberon. On ne met pas un enfant dans la télé, pas capable de la digérer. Ça ne peut pas lui faire du bien. La deuxième proposition, elle est relative à la quantité d'écran. Mais dès que l'enfant grandit, c'est important de lui fixer une tranche d'écran, une quantité d'écran, comme il y a une quantité de nourriture dans l'assiette. Voilà, tu as grandi, tu as droit à 1/2 heure par jour, 1 heure par jour. Et de préférence, vous fixez cette tranche horaire à un moment de la journée, de la même manière qu'on mange à heure fixe. Voilà, l'enfant s'habitue à avoir son écran à heure fixe. Quand il demande à 15 heures l'écran qui est prévu à 18 heures, vous lui dites non, c'est pas encore l'heure, regarde la pendule. Et puis, non seulement fixer une quantité, non seulement fixer une tranche horaire,
mais laisser également à l'enfant la possibilité de choix. Et l'idéal, c'est d'avoir quelques DVD, voilà, ou pouvoir lui permettre de choisir l'un plutôt que l'autre. C'est toujours important qu'un enfant choisisse un programme ou qu'il soit familier avec quelques programmes, qu'il en choisisse un. La capacité de choix également est très très importante. Ça lui permet d'être l'agent des programmes qu'il décide de regarder. Bien évidemment, on va aussi regarder des écrans ensemble, puisqu'après tout, la nourriture, on prend plaisir à la consommer ensemble, à se retrouver pour manger, mais on va se retrouver pour regarder des écrans ensemble. Hein. Et puis évidemment, on va échanger autour des écrans, on va en parler, puisque vous savez que quand on est invité chez des gens, c'est toujours important de prendre un petit moment pour parler de ce que les gens qui nous invitent ont fait à manger, voilà, ou de souvenirs qu'on a, ou de recettes de cuisine. On aime tous parler de nos recettes de cuisine, mais de la même manière, parlons des séries que nous avons vues, des films que nous avons vus, et introduisons nos enfants au fait que les écrans, ce n'est pas seulement ce qu'on regarde, c'est aussi ce dont on parle. Et puis quand l'enfant grandit, à partir de 6 ans, eh bien, ça va être important de stimuler ses capacités de création d'images. Vous savez, avant 6 ans, il y a surtout des bons écrans éducatifs qu'il faut arriver à bien choisir dans la foultitude de propositions, mais il n'y a pas vraiment d'écran créatif. À partir de 6 ans, ben, vous avez des petits jeux vidéo assez créatifs, et puis un appareil photographique numérique. Hein, voilà, offrir à l'enfant un appareil photo numérique, ça lui permet d'apprendre le droit à l'image et le droit à l'image et le droit à l'intimité. Voilà. Et donc, quand l'enfant grandit, eh ben, à l'adolescence, hein, n'oubliez pas qu'il n'y a pas un réfrigérateur dans sa chambre, même s'il demande à en avoir un, vous ne lui en mettrez pas. S'il vous dit, votre ado, moi je mets un réfrigérateur avec de la nourriture que je pourrais consommer toute la nuit, ben, vous n'allez jamais le lui installer. Mais de la même manière, n'acceptez pas qu'il ait un outil numérique dans sa chambre la nuit. On peut l'utiliser le soir, mais il est important de fixer des règles familiales. Hein. On met les outils numériques sur une table avant d'aller se coucher. Vous savez comme moi que la principale, le reproche le plus consensuel auquel tous les experts font sur les écrans, c'est les conséquences catastrophiques sur le sommeil, à la fois réduction du sommeil en quantité et réduction du sommeil en qualité à cause de la fameuse lumière bleue, hein, des LED qui sont présentes dans tous les écrans. Ce qui veut dire d'ailleurs aussi qu'il faudrait réduire la lumière des appartements à partir d'une certaine heure, parce que si vous arrêtez votre écran, mais que vous avez des LED qui vous créent dans votre chambre, dans votre salon, l'équivalent de la lumière d'Aix-en-Provence à midi en mois d'août, vous ne gagnez rien à éteindre votre écran. Donc voilà, les LED, c'est un problème général, hein, ce n'est pas qu'un problème d'écran. Voilà. Et puis donc se rappeler aussi que par rapport à ce que je vous ai dit au début, à l'adolescence, eh bien, il y a aussi la nécessité de continuer cette éducation qu'on a commencé forcément avant, hein, c'est-à-dire une éducation qui va concerner l'explicitation du modèle économique d'Internet. Voilà, vous savez, comme on dit, hein, si c'est gratuit, c'est parce que c'est vous le produit. Le modèle économique des réseaux sociaux, parler des modèles sexuels prédominants hein, dans l'ensemble du monde audiovisuel, quasiment, hein, même si aujourd'hui c'est en train un peu de changer, pas seulement la pornographie, mais le poids des modèles sexuels prédominants. Et puis également parler évidemment du ravage de l'info en continu qui n'est jamais contextualisé, qui est hyper émotionnel, qui est bourré de fake news, et bien sûr parler des fake news. Donc ce que j'appelle les 4 jungles d'Internet, hein, la jungle des modèles économiques, la jungle des réseaux sociaux, la jungle de la pornographie et des modèles sexuels dominants, et puis la jungle de l'info en continu et des fake news. Et évidemment, tout ça va se faire d'autant plus facilement qu'on peut en discuter en famille. Et pour terminer, je vais vous donner quelques règles familiales qui me paraissent vraiment importantes. C'est évidemment la première, prendre les repas sans télévision, sans téléphone mobile, sans tablette, hein, de manière à en faire un moment d'échanges conviviaux partagés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas emmener les outils numériques dans les chambres. Vous utilisez votre smartphone pour vous réveiller le matin et votre enfant ado vous dit « moi je fais pareil ». Ben non, ben lui il se réveille peut-être avec son smartphone, mais il l'utilise aussi pendant la nuit. Donc achetez-vous un réveil. Dans chaque chambre, un réveil. Pour chaque personne, un réveil. Si vous êtes tout seul, vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil, mais dès qu'on a un ado, ça devient très compliqué. Et puis n'oubliez pas non plus, à tout moment, hein, d'encourager une discussion avec vos enfants autour des écrans. Voilà. Et puis aussi, n'oubliez pas que c'est par l'exemple qu'on montre le mieux les choses.
Et du point de vue de l'exemple, il y a deux choses importantes. D'abord, ne jamais se mettre devant un écran par désœuvrement, mais toujours pour regarder un programme, jamais parce qu'on s'ennuie, mais toujours pour regarder quelque chose. Essayer de se fixer un temps d'écran avant de se mettre devant un écran. Et puis pour ceux qui ont des jeunes enfants, mais n'oubliez pas non plus que des études ont montré que l'utilisation d'un smartphone quand on s'occupe d'un jeune enfant est quelque chose de très problématique pour le jeune enfant qui a l'impression de se sentir pas vraiment abandonné, mais en tout cas qui a l'impression qu'on ne lui accorde pas beaucoup d'importance, avec des recherches américaines l'ont montré, des troubles de l'attachement possibles. Donc voilà un petit peu quelques propositions possibles. Et ces propositions, elles ont pour objectif, quel est leur objectif? Leur objectif, c'est de faire en sorte que nous apprenions ensemble à mieux nous fixer un bon moment pour partager, apprendre à attendre, et puis apprendre à mieux communiquer autour des écrans. Voilà, merci de votre attention. J'avais prévu pour illustrer tout ça, quelques affiches que nous avons réalisées à l'association 36912. Et en voilà une sur les enfants petits. Vous voyez qu'elle est calée sur le modèle de la régulation de nourriture. Et dans la classe élémentaire, en effet, les enfants sont très sensibles à cette question. Celle-ci, c'est pour les ados. Et vous voyez que la thématique est totalement différente. Et celle-ci, elle concerne ce fameux phénomène de technoférence, mot fabriqué à partir de technologie et interférence, qui concerne les conséquences sur un enfant du fait que leurs parents soient toujours sur un smartphone. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aller... Voilà, merci beaucoup Serge Tisseron pour ces propos introductifs et qui ont lancé donc cette 4e édition. Donc je vois que vous êtes plus crayon et papier. Il y a quelques écrans quand même pour prendre des notes évidemment et des téléphones pour prendre quelques photos. On a 3 minutes ensemble maximum pour prendre vos questions. Est-ce que vous en avez une qui vous viendrait, une question à poser à Serge Tisseron pour peut-être compléter ses propos? Oui, monsieur. Attendez, il y a un micro qui va arriver pour amplifier votre voix. Quand on parle d'écran le soir, les fabricants ont introduit la notion d'écran qui est adapté le soir, qui s'adapte le soir, qui a une luminosité qui s'adapte. Oui. Alors, le petit logiciel qu'on télécharge et qui permet d'adapter un petit peu la lumière. Alors, il y a aussi des lunettes qui sont vendues, des lunettes jaunes. Alors, il faut savoir que ça diminue le problème des lumières bleues. Ça ne l'élimine pas complètement pour une raison simple, c'est que s'il n'y avait pas de lumière bleue, on n'y verrait rien, ça serait tout noir. La lumière bleue, c'est la lumière qui nous permet d'y voir. Donc, c'est bien, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Voilà, mais c'est bien. Mais ce sur quoi j'insistais surtout, c'est que les lumières bleues, ce n'est pas seulement un problème dans les écrans. Il faut se rendre compte qu'on vit actuellement dans une pollution lumineuse effrénée, auquel participe d'ailleurs l'éclairage des parkings publics la nuit, l'éclairage des rues la nuit. Si vous habitez dans un appartement à Paris, que vous avez le malheur d'avoir le lampadaire qui éclaire un bout de la rue devant chez vous, vous pouvez clouer des planches dans votre chambre pour éviter d'avoir une infiltration de lumière, sinon vous n'y arrivez pas. Donc il y a un vrai problème de pollution lumineuse globale, mais comme toujours, il y a aussi un volet dans ces questions, un volet régulation collective par les pouvoirs publics. Il faut réduire l'intensité lumineuse partout où c'est possible, où elle n'est pas indispensable. Et puis il y a un volet éducation personnelle, voilà, apprentissage de la modération. Et autour des lumières bleues, on a tout à y gagner en qualité de sommeil et en temps de sommeil. Merci beaucoup Serge Tisseron pour ce complément sur les lumières bleues et vos éclairages, puisqu'on est dans la lumière. Quand vous parlez de pollution, ça me rappelle aussi une nouvelle qu'on a appris récemment de pollution maintenant publicitaire qui vont arriver dans le ciel, où on va avoir des marques qui vont utiliser justement des satellites pour que des logos Coca-Cola, McDonald's puissent s'afficher dans le ciel. Peut-être qu'un jour, il y aura un média en scène qui irait dans le ciel, du scène au ciel, mais ça serait évidemment pas un futur souhaitable ni désirable. Écrire un grand slogan sur la Lune, ça serait drôle. Et un petit slogan sur la Lune, il y en a déjà eu des publicités sur la Lune, mais ça c'est un autre sujet. Merci à vous Serge Tisseron, il est 9h19, c'est l'heure qui m'a été indiquée pour rendre l'antenne, pour avoir un petit jingle et enchaîner avec notre table ronde suivante. À très bientôt. Merci Serge Tisseron. Au revoir. Thank you.